La place des femmes dans les JO, tout de suite, dans le fait du jour. Les JO de Paris, en particulier la place des championnes dans ces JO, qui par leur performance ont permis donc aux femmes de concourir dans toutes les disciplines. On en parle ce soir avec Sonia Zanat. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de la rubrique culture de The Conversation France, un média donc en ligne gratuit sans publicité. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ces athlètes, ces femmes qui ont été les pionnières de leur discipline, malgré évidemment un chemin semé d'embûches. Tout à fait, c'est un de nos auteurs, Laurent Grune, qui est historien du sport, qui a retracé leur parcours exemplaire pour nous. Et en fait, l'histoire a commencé dès 1922 avec une Française qui s'appelle Alice Milia, qui était elle-même hockeyeuse et nageuse, et qui a décidé d'organiser des Olympiades féminines à Paris. Donc ça a été vraiment le coup d'envoi. Avec ces Olympiades, alors que Pierre de Coubertin, lui, était opposé à la présence des femmes. Oui, Pierre de Coubertin ne voulait pas en entendre parler. Et d'ailleurs, il disait des choses un peu abominables du genre une Olympiade femelle, déjà, serait inintéressante et inesthétique. Olympiade femelle. Voilà, c'est ça. Bon, effectivement, c'était assez misogyne de sa part. L'une de ses pionnières, c'est cette coureuse néerlandaise, Fanny Blankers-Koen. On va voir ces images d'archives de l'INA. Elle a participé aux JO de 1936 et 1948. Elle a remporté pas moins de 4 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, le 80 mètres haies et le relais 4 fois 100 mètres. Qui était-elle, cette athlète hors norme? On voit ces images. C'est vraiment la première, Fanny Blankers-Koen. Alors, Fanny Blankers-Koen, c'est une néerlandaise. Il faut savoir qu'en 1936, elle est encore très jeune. Elle débute, elle ne brille pas particulièrement, mais elle rencontre son idole Jesse Owens, le plus grand sprinter de l'entre-deux-guerres. Elle lui demande un autographe qu'elle va garder toute sa vie. Donc c'était vraiment son modèle. Ensuite, elle doit attendre longtemps parce qu'il n'y a pas eu de jeu ni en 1940 ni en 1944 en raison de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en 1948 seulement qu'elle peut se présenter à nouveau. Elle a alors 32 ans, elle a 2 enfants, elle y va et là elle rafle 4 médailles. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui encore, c'est l'athlète féminine qui a remporté le plus de médailles au cours d'une même édition des Jeux Olympiques. Et là on est donc en 1948. Là c'est 48, 1948. Exactement. Alors elle a un statut de mère parce que vous le disiez, elle est mère, elle est trentenaire aussi et ça lui a joué des tours justement d'être aussi mère de famille. Absolument. Alors on est en 48 et il se trouve qu'elle reçoit quand même des lettres d'insultes pour lui dire que sa place serait plutôt au foyer, auprès de son mari, auprès de ses enfants. Et les médias ne l'épargnent pas non plus, puisqu'ils vont la qualifier de ménagère volante. Donc elle a dû vraiment affronter... Et pourquoi ménagère volante? Pour dire que, voilà, que la place des femmes, qu'elle était en tant que femme assignée au foyer et non pas censée, à cet âge canonique pour l'époque et dans les regards masculins de l'époque, n'était pas censée participer à des jeux. Lors des JO de Londres de 1948, cette autre figure, cette autre femme se détache, c'est un peu la seconde pionnière. Elle a un profil très atypique, elle s'appelle Micheline Ostermeyer. Elle va remporter 2 titres olympiques au lancer de poids et au lancer du disque et également une médaille de bronze en saut en hauteur. On va la voir, la voilà. Oui, c'est elle, effectivement, Micheline Ostermeyer, une Française qui a disparu en 2005. Et donc, quand elle participe à Londres, elle est... encore peu connue et la couverture médiatique qu'on lui accorde est quand même peu importante, même au vu de ses exploits en comparaison d'autres athlètes masculins qui, eux, pourtant, n'ont pas particulièrement brillé. Donc évidemment, peu de couverture. Et puis, elle n'est pas seulement une athlète, elle est en plus musicienne. Oui, c'est ça. Elle est vraiment incroyable puisque, non contente donc, de remporter ses médailles, elle était aussi une pianiste, une concertiste très douée et de renommée internationale. Il se trouve qu'à Londres, le jour où elle remporte la médaille pour le lancer de poids, elle se produit le soir même au Royal Albert Hall. En tant que pianiste, elle va jouer du Beethoven. Donc le jour même, c'est assez fou d'imaginer qu'elle ait pu passer de l'un à l'autre au cours de la même journée. Et malgré ça, une couverture médiatique tout de même, vous dites, assez pauvre. Oui, c'est vrai. Parce que femme, parce que musicienne.
Absolument. Elle va d'ailleurs préférer sa carrière musicale. Elle y accordait plus d'entraînement. C'était 5 heures par jour pour le piano, 2 heures pour le sport. Elle disait vraie discipline. Voilà, ça c'est sûr. C'est le point commun entre les deux, ça c'est sûr. Et elle disait que c'était sa vraie vie, le piano. Et même dans le milieu musical, en fait, on va lui faire des reproches. On va lui reprocher de s'adonner au sport, d'être une athlète de haut niveau. C'était mal vu. Donc en gros, elle a dû affronter des préjugés de toutes parts. Et là, on est en quelle année ? Là, c'est 48 à Londres aussi. 48, hein. Oui. 1960, là, c'est effectivement un peu une star, hein, parce que celle-là, pour le coup, elle a eu une vraie couverture médiatique, hein. Christine Caron, surnommée Kiki par la presse sportive, qui va devenir une sorte d'égérie aussi, à la fois des couturiers, de tout ce monde des années 60. Elle remporte le record du monde du 100 mètres d'eau à 16 ans, en 1964, et elle devient donc cette égérie des photographes et de la télévision, elle. Oui, elle était vraiment adorée des médias, pour le coup. On peut se dire que c'était aussi pour sa plastique, ce qui est une forme de misogynie aussi, mais du moins, on a mis en avant ses exploits. Et donc, Kiki Caron, qui, elle, est passée, enfin, qui est toujours en vie, hein, qui a 76 ans aujourd'hui, qui, elle, est un peu plus connue. Ses exploits sont passés à la postérité, pour le coup. C'était un peu la star des yéyés aussi. C'était la star des yéyés. Sheila, Sylvie Vartan. Elle a fait la couverture de Mademoiselle Âge tendre, par exemple, ce qui est assez surprenant pour une sportive. Et elle était aussi très charismatique, très souriante. Voilà, et elle participe aux JO de Tokyo en 1965. Oui, exactement. Elle part à Tokyo et ses performances sont très attendues puisque la France est revenue bredouille en 1960. Elle va remporter la médaille d'argent aux 100 mètres d'eau. Et elle sera reçue, accueillie en France comme si elle avait remporté l'or, vraiment en véritable héroïne. Et on la retrouve au JO d'été de Mexico, ça c'est 1968. Oui, alors là, entre-temps, elle continue bien sûr de s'entraîner, elle est sélectionnée pour les JO de 68, mais elle en a un peu ras-le-bol, Kiki Caron, elle a envie de vivre sa vie de jeune femme, et elle accepte aussi pour une autre raison, c'est qu'on lui propose d'être le porte-drapeau de la délégation française, et il faut savoir que jusque-là, c'est un honneur qui était réservé aux hommes, donc c'est vraiment une première, et elle va... Un progrès, voilà, pour la visibilité des femmes, de ces athlètes. C'est 68, c'est aussi une année un peu symbolique. Et 1968, c'est aussi justement la consécration de notre Française, donc Colette Besson. Elle crée la surprise en remportant la médaille d'or, cette fois sur le 400 mètres, Colette Besson. Alors Colette Besson, hein, c'est un peu la même histoire que pour Micheline Ossermayer. Beaucoup moins de couverture médiatique. Les journalistes sportifs, qui sont pour l'essentiel des hommes à l'époque. La voilà, hein, voilà, c'est ça. La connaissaient pas en fait. Hein. Ils semblent vraiment la découvrir à l'occasion des JO. Et elle devient, selon l'expression du journaliste Antoine Blondin, la petite fiancée de la France. Donc vraiment, là aussi, elle est très très célébrée à son retour. Et Colette Besson, il faut savoir qu'elle a dû faire preuve de beaucoup d'abnégation pour en arriver là. Parce qu'il y a eu plein de différends entre son entraîneur, la délégation, la sélection française. Elle s'est accrochée et elle a décidé, avant les JO, de s'entraîner à Font-Romeu. Elle est allée dans les Pyrénées. Elle dormait au camping, elle s'entraînait 5 heures par jour et elle s'est dit, voilà, elle a mis toutes ses forces dans la bataille. Et donc pourquoi les Pyrénées ? Parce qu'à Mexico, c'est en altitude, donc ça permet aussi de s'entraîner aux conditions de privation d'oxygène. Et c'est comme ça qu'elle a raflé la médaille d'or. Qu'elle a raflé la médaille d'or. Alors, toutes les quatre, on peut dire qu'elles ont fait avancer à cause des femmes dans ces fameux JO. On peut dire que les femmes reviennent de loin dans ces compétitions sportives. Ça a changé quand même. C'est ça, on leur doit beaucoup. Et puis, effectivement, vous savez combien il y a de femmes cette année, d'ailleurs, au JO ? Pas précisément. Pas précisément. En tout cas, il y en a plus que 2, ça, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sonia Zanad, chef de la rubrique culture de Conversation France. Donc, ce média en ligne gratuit que vous pouvez retrouver donc, même sur l'iPhone, si vous le souhaitez. Merci de nous avoir parlé donc, de ces athlètes féminines des JO, ces véritables pionnières. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On va parler d'ailleurs économie. On va parler... des effets du tourisme en Espagne. L'Espagne qui connaît un nombre de touristes record. Et bien maintenant, il y a des mouvements qui s'opposent à ce tourisme. On verra ça avec Laura Cambeau dans quelques minutes. Restez avec nous.